Bonjour à tous et toutes. Euh, on va démarrer l'événement dans 1 ou 2 minutes, le temps d'attendre comme d'habitude les retardataires. J'espère que vous êtes en forme pour l'application de cette réforme, parce qu'effectivement, ça va structurer nos entreprises de façon importante. Donc, je vous laisse 1 ou 2 minutes et puis ensuite, je vous présenterai les intervenants et puis comment, comment on pourra structurer et vous accompagner pour la mise en place de cette réforme. Il y a des gens connectés ou pas? Parce que je ne vois pas. Ah, ça y est. Mamisoua, OK. Je ne vois pas grand monde de connectés pour l'instant. Alexandre, Nicolas, voilà, ça arrive. Nadia, bonjour. Bonjour Mathieu. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Donc, Mamsou, si tu peux passer au. Alors, je ne sais pas si je peux faire défiler le. Voilà. Donc, autour de la table, si on peut, voilà, moi, vous me connaissez, je suis dirigeant de Galaxy Conseil. Bakou, vous l'avez sans doute, vous l'avez sans doute croisé, entre guillemets, notamment, elle nous a beaucoup accompagné sur la partie mise en place de Penny Lane. Et donc, il y a un certain nombre de clients qu'elle a pu accompagner parce qu'ils avaient des difficultés sur la mise en place de l'outil. L'idée, c'est qu'effectivement, elle continue à s'accompagner sur la partie plateforme électronique, au-delà même de la partie strictement Penny Lane. Et donc, sa compétence va nous servir. Mamsou, suivant, voilà. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est que vous compreniez en quoi va consister la réforme de la plateforme électronique, quelles sont les échéances, qu'est-ce que ça suppose sur le plan de votre organisation, qu'est-ce que ça suppose en termes de choix, notamment d'outils, et comment nous, on peut vous accompagner sur cet aspect-là, quelle plateforme choisir, identifier les cas un peu spécifiques que vous pouvez rencontrer et qui nécessitent d'anticiper votre organisation interne au niveau de la mise en place de la réforme, parce que vous allez voir, c'est pas seulement la facture électronique, ça suppose aussi un certain nombre de sujets, et on y reviendra tout à l'heure, notamment tout ce qui est e-reporting pour les encaissements des clients particuliers. Voilà, donc l'idée, c'est de faire un point à date sur ce qui existe. On sait très bien, comme je vous disais, c'est une réforme qui est importante, qui se fait au niveau de l'Union européenne. L'objectif, il est clair, c'est au-delà de digitaliser les entreprises, c'est surtout pour l'État de s'assurer des flux TVA et de vérifier qu'il n'y a pas de fraude. L'objectif, il est clairement identifié. Et nous, entreprises, ça va nous obliger d'un côté à digitaliser encore plus nos activités et dans le même temps, il y a un certain nombre d'obligations qui peuvent paraître un peu lourdes, on va le dire, d'un point de vue administratif et c'est ça que je veux pointer du doigt et de telle sorte qu'ensemble on puisse anticiper tout ça et adopter cette réforme de façon sereine. Voilà. Si tu peux passer au slide suivant. Voilà, donc je vous ai dit, c'est le sujet majeur. Le sujet majeur, c'est la TVA, les entreprises françaises assujetties à TVA. Donc, on va le voir, hein, il y a 2 types d'entreprises françaises au regard de la réforme. Il y a ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire que moi, entreprise, je facture une autre entreprise. C'est un premier, c'est une première partie. Une deuxième partie, c'est moi, entreprise,
je facture un particulier. Et on verra que dans ce cas-là, mes obligations sont sensiblement plus lourdes et je vous expliquerai pourquoi. Alors, l'idée, c'est effectivement, alors, ce qui est clair, c'est effectivement la transparence. Bon, la transparence, on a bien compris, hein, c'est la lutte contre la fraude et permettre à l'administration d'anticiper les flux de TVA. Et ensuite, ils vont vérifier ce qu'on a déclaré à travers la réforme de la facture électronique et ce qu'on déclare ensuite sur le plan de la déclaration de TVA. Donc voilà, donc du coup, il y aura une stricte correspondance et ça veut dire que nous, il va falloir qu'on s'organise pour que l'ensemble des données, d'un côté via la facture électronique et de l'autre côté via la déclaration de TVA, soient conformes. Alors, qui est-ce que ça concerne? Principalement les entreprises et les associations, on va dire ça comme ça d'une manière un peu large, qui sont assujetties à TVA. D'accord? Donc, qui sont assujettis à TVA? Principalement les sociétés commerciales, d'accord? Y compris les micro-entreprises qui pourtant ne collectent pas de TVA. Qui n'est pas concerné par la réforme? Bien évidemment les particuliers. Les associations qui n'ont pas d'objet commercial, il y a un certain nombre d'associations qui peuvent avoir un objet commercial et auquel cas elles rentrent dans le premier lot, c'est-à-dire je suis concerné par la réforme, et puis des entreprises qui ne sont pas établies en France. Voilà, donc il y a deux grandes distinctions. Je suis assujetti à TVA, je suis redevable ou non, je rentre dans le cadre application de la facturation électronique. Je suis une association ou je suis un particulier et je ne collecte pas de TVA au regard de mon activité, ou je suis une entreprise étrangère, auquel cas, je ne rentre pas dans l'application de la réforme. Voilà, c'est les deux grands lots. Ce que j'essaye de faire, c'est essayer d'être clair sans rentrer tout à fait dans le détail. On verra sans doute dans un premier temps. Tu peux passer le slide suivant, Anso. L'idée, c'est que du coup, on comprenne de façon synthétique l'application de la réforme. Et l'idée pour vous, c'est de dire, je suis assujetti, pas assujetti. Bon, au regard des inscrits, vous êtes tous assujettis. Et du coup, on va rentrer un petit peu dans le détail. C'est comment, à quel titre, qu'est-ce que vous avez à faire. Alors, l'application de la réforme, en fait, il y a deux grandes dates qu'il faut retenir. Le 1er septembre 2026. Le 1er septembre 2026. Il y a une petite coquille sur 2027. C'est le 1er juillet 2027. C'est l'application de la facturation électronique. Donc, au 1er septembre 2026, sont concernés par l'application de la réforme électronique. Vous voyez le petit pavé du bas, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Elles ont toutes l'obligation, ces entreprises, à la fois de recevoir les factures dans une plateforme agréée et elles ont l'obligation d'émettre déjà, au 1er septembre 2026, d'émettre déjà des factures au format électronique. Quelles sont les obligations pour les entreprises TPE, PME? Au 1er septembre 2027, de choisir ce qui s'appelle une plateforme agréée qui va permettre de réceptionner les factures adressées par les grandes entreprises et les ETI. Donc, ça va être des factures en réception, d'accord? Et au 1er juillet 2027, même s'il faudra rectifier le PowerPoint, vous aurez l'obligation d'émettre des factures au format électronique. Alors, on parle de factures électroniques, ça va bien au-delà de ça. Ce n'est pas simplement je transforme ma facture au format électronique. Vous allez voir que les obligations vont bien au-delà de simplement émettre une facture au format électronique. L'idée, et on verra ça plutôt en fin de présentation, c'est on va identifier quelques cas clients ensemble et je vous orienterai sur, de mon point de vue, un, quelles sont vos obligations et deux, les choix que vous avez à faire
et vous verrez qu'au fond, c'est pas, les choix sont plutôt simples de mon point de vue. C'est pas, voilà, c'est en fonction des situations, on va les identifier et puis je vous donnerai mon avis. Après, on pourra parfaitement, vous pourrez parfaitement nous consulter si vous avez effectivement une interrogation, une hésitation. L'idée, c'est que voilà, vous y voyez clair à la fin du webinaire. Donc, deux grandes dates, hein, je rappelle. 1er septembre 2026, donc avant, vous avez l'obligation de choisir une plateforme agréée, donc une plateforme de réception. Okay. Et puis, 1er juillet 2027, facture à l'émission cette fois. Et on verra qu'au-delà de cette facture à l'émission, il y a aussi un certain nombre d'obligations. Alors, bien évidemment, on nous a sorti tout ça de pénalités en cas de non-respect, ça serait trop simple. Donc, je vous laisse en prendre connaissance, mais on voit bien qu'il y a des plafonds d'amende à 15 000 euros. Comment vous dire, je suis pas fan, je suis pas fan sur effectivement les amendes. Donc, l'idée, c'est de se préparer au maximum en amont, sachant qu'on a encore le temps. Hein, là, vous l'aurez compris, la plupart d'entre vous auront à choisir une plateforme agréée, donc c'est plutôt très simple à faire. Hein. Plateforme agréée, je répète, hein, c'est pouvoir réceptionner des factures de la part des ETI et de la part des grandes entreprises. Alors, ensuite, donc, c'est là où on va rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est, tout à l'heure, je vous ai dit, bah, la réforme de la facture électronique, c'est pas simplement émettre une facture au format qui va bien. C'est certes émettre une facture avec des mentions obligatoires au format informatique qui va bien, ça certes, mais il y a deux autres obligations qui sont extrêmement importantes. C'est pour contrôler les flux de TVA, notamment pour les prestataires de services. Les prestataires de services ne payent la TVA que quand ils encaissent. Donc, on va devoir, le 10 du mois suivant, déclarer à l'administration via l'outil de facturation électronique que vous aurez choisi, déclarer ce qui a été payé. D'accord? Donc, au-delà de la facture électronique, le 10 du mois suivant, si vous êtes prestataire de service et si vous vous adressez à un professionnel, donc je suis expert comptable, je facture mes clients entreprises, le client entreprise me paye, le 10 du mois suivant, je dois déclarer que la facture en question a été payée. Ça permet du coup à l'administration fiscale de valider le flux de TVA et de vérifier par la suite si ma déclaration est conforme. Ça, c'est le premier, c'est, on va dire, le premier cadre. Le deuxième cadre, et donc là, je parle bien prestataire de service. Le deuxième cadre qui est important, c'est dès lors que vous facturez des particuliers. Et là, je vois pour les présents, vous êtes concernés principalement par ce cas-là. Vous devez, tous les 10 jours, vous devez préciser quels sont les encaissements que vous faites, enfin, que vous avez reçus des particuliers. Hein. Deux choses, B2B, je facture mon client, j'encaisse. De l'autre côté, je facture des particuliers, et c'est vrai en particulier, c'est vrai notamment sur l'activité de service à la personne. Et je vois autour de l'interparticipation webinaire, il y a un certain nombre de structures qui rentrent dans ce cas-là. Et bien, effectivement, vous allez devoir déclarer régulièrement les encaissements. Donc, ça veut dire qu'effectivement, au niveau de votre outil de facturation électronique, il va falloir définir un process qui vous permette de mettre à jour très régulièrement vos encaissements pour que cette déclaration puisse être faite et être conforme au flux de TVA qu'on va déclarer. Donc, ça va vouloir dire que, à la fois pour le reste à charge, pour les services à la personne et à la fois pour les tiers financeurs, il va falloir, dans votre outil de facturation électronique, bien le décomposer pour que la déclaration soit conforme. Donc, je sais que c'est déjà le cas, mais là,
on aura peu de temps pour le faire et ça veut dire qu'effectivement, en termes d'organisation interne et d'organisation administrative, il va falloir sans doute, j'allais dire, bien caler les processus, bien caler l'organisation en interne pour ne pas louper ces différentes étapes. Voilà. Donc, vous voyez bien que la facturation électronique, c'est bien au-delà de j'émets une facture au format électronique, c'est l'administration fiscale, m'oblige, et cette réforme m'oblige à déclarer pour les prestataires de services, déclarer mes encaissements. Donc, ça veut dire que je dois impérativement, dans mon outil, saisir les encaissements au fil de l'eau, les contrôler, vérifier que c'est conforme pour que les flux qui partent à l'administration soient conformes. Donc là, il y a un vrai sujet à voir avec le cabinet pour bien organiser ces données pour que on n'ait pas d'écart entre ce qu'on a déclaré d'un côté et ce que vous avez déclaré en termes de facturation électronique et d'encaissement. Donc là, il y a un sujet de cadrage à anticiper pour que voilà, ça roule et qu'on n'ait pas d'écart identifié. Voilà. Donc, c'est quoi une facture électronique? C'est simple, hein, c'est une donnée numérique, donc c'est un fichier, avec des éléments qui sont obligatoires, qui composent cette facture. J'allais dire, c'est la transformation de la facture classique, facture papier, en données fichiers avec un certain nombre de mentions obligatoires qui y figurent. Voilà. Le format est bien évidemment standardisé et puis il y a un certain nombre d'éditeurs, ou beaucoup d'éditeurs, sont en capacité aujourd'hui d'émettre une facture en format électronique. Alors, j'anticipe un petit peu, mais il y a certaines, comment dire, en fonction des situations, et si jamais vous envisagiez de changer d'éditeur de logiciel pour tout ce qui est gestion commerciale, il faut faire attention aussi aux spécificités de vos factures. Par exemple, on a des clients pour lesquels il fait du négoce et pour lesquels il a la nécessité de faire apparaître le poids de ses articles. Donc, il faut vous assurer en amont que l'éditeur de facture électronique que vous allez choisir a bien, dans son format qu'il a défini, ou préalablement défini, il a bien l'ensemble des données qui vous sont utiles dans le cadre de votre facturation. Donc là, il y a un vrai sujet à analyser. On verra, je vous donnerai des grandes lignes de réflexion sur ces sujets-là. J'allais vous dire, je ne suis pas fan de bouleverser vos organisations. Ça va déjà être assez lourd comme ça. Donc l'idée, c'est que je vous ferai 2-3 suggestions ou propositions pour que du coup, cette réforme soit la moins douloureuse possible pour vous. Voilà. Alors, bon, ça c'est bon, transmission automatique. Là-dessus, on a bien vu l'intérêt pour l'administration fiscale pour l'administration fiscale de passer sur cette réforme, sachant que cette réforme elle est européenne, hein, elle se passe au niveau européen. Donc, ce qu'on voit bien, c'est j'ai d'abord une plateforme agréée. Donc, c'est le premier choix que vous allez devoir faire. C'est j'ai une plateforme agréée de réception qui va vous permettre de réceptionner au format électronique les factures des ETI et des grandes entreprises. C'est le premier choix à faire. Donc là, ça concerne plutôt la partie dépenses de vos activités. Et donc là, l'idée, c'est d'être prêt. On vous expliquera comment. Il y a un certain nombre de structures qui ont déjà fait le choix de la plateforme agréée. Je vous ferai une suggestion sur le choix à tenir de mon point de vue. Voilà. Cette partie plateforme agréée est quand même la plus simple puisque c'est simplement une plateforme de réception. Alors, vous allez réceptionner les factures. Enfin, d'abord, le fournisseur va vous adresser la facture. Elle sera conforme ou non conforme au format électronique, auquel cas, soit elle se fait refuser, soit vous l'acceptez. Et puis ensuite, vous avez
dans l'outil plateforme agréée, vous allez avoir différents statuts. Vous validez la facture ou vous la validez pas. Hein. Il est possible qu'il y ait une erreur sur le prix, une erreur sur le montant, sur les quantités. Vous la mettez entre guillemets en litige, ou alors purement et simplement vous l'acceptez. Malgré tout, vous voyez d'ores et déjà dans ce process-là, il va falloir, on va devoir qualifier le statut de la facture à réception, l'accepter, la valider ou pas la valider. Et donc déjà là, il va falloir qu'on structure en amont votre organisation, identifier les différents statuts de facture que vous aurez pour que du coup, on réponde aux obligations de facturation électronique. Et puis ensuite, le statut, ça sera payé, non payé. Donc effectivement, le principe, ça va être aussi, c'est censé favoriser la réduction des délais de paiement des entreprises. Voilà. Donc, l'écosystème de la réforme, il est là. C'est le premier étage de la fusée, on va dire, plateforme agréée. Donc, c'est le petit schéma que je vous décrivais tout à l'heure. Comment dire, c'est via la plateforme accepte ou refuse la facture parce qu'elle n'est pas au bon format. Et ensuite, il y a tout un process sur j'approuve la facture, comme vous voyez à droite, c'est en litige, c'est suspendu ou alors le paiement est transmis. Et comme ça, l'administration est au courant est au courant des flux entrants et des flux sortants. Et en même temps, l'avantage que ça a, c'est que ça vous permet de centraliser la réception de l'ensemble de vos factures. Alors, c'est un peu moins vrai pendant cette période intermédiaire, 1er septembre 2027, 1er juillet 2026, 1er juillet 2027, parce que vous n'allez recevoir les factures au format électronique que celles émises par les grandes entreprises et les entreprises taille intermédiaire, mais ça va constituer une sorte de galop d'essai, si on peut s'exprimer ainsi. Ça va nous permettre de roder notre organisation sur les différents statuts. Et donc, l'avantage que ça a, c'est à travers un seul canal, vous allez réceptionner l'ensemble des factures, à terme, l'ensemble des factures de vos fournisseurs. Donc, ça veut dire que on va pouvoir centraliser. Vous connaîtrez du coup plus facilement les échéances et sur le plan de la gestion de trésorerie, vous allez sans doute pouvoir optimiser et anticiper les sorties que vous aurez à faire. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il y a un gain en termes d'organisation. Comme vous avez un flux qui est centralisé, ça permet, ça évite de recevoir des mails à droite à gauche, ça évite d'avoir des factures papier qui sont parfois en doublon avec des factures mail et ensuite que vous devez déposer sur Pennylen. Voilà, donc là, on centralise un flux, ce qui permet malgré tout de savoir plus facilement où on en est, d'éviter les doublons et puis d'avoir un processus qui devient fluide parce que les grandes étapes sont clairement définies. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est un avantage incontestable en termes d'organisation, sur l'organisation des flux des dépenses, la validation de vos factures fournisseurs, leur suivi et également l'anticipation de votre gestion de trésorerie, ce qui vous permet du coup d'avoir quelque chose qui est complet et qui est exhaustif, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Alors après, il y a toute la partie engagement, c'est qu'effectivement, le seul petit bémol à ça, c'est si un fournisseur met du temps à vous envoyer la facture, disons qu'effectivement, vous pouvez avoir un petit trou dans la raquette en termes d'engagement, c'est qu'effectivement, vous prenez des engagements, vous signez un bon de commande, mais s'il met 60 jours à facturer, vous allez avoir un petit trou dans la raquette. Alors, je pense que la réforme va beaucoup aider à réduire les délais d'émission des factures et réduire aussi les délais de paiement. Alors, e-reporting des transactions B2C. Alors, en français clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je facture des particuliers, d'accord? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, quand je facture des particuliers, il va falloir que
via la plateforme, je détermine le statut des factures et surtout leur paiement. Donc, ça veut dire que dans ma facture électronique, je vais devoir, dans l'outil de facturation électronique, je dois tous les 10 jours déterminer quel est le flux encaissé au niveau des particuliers. Donc, c'est un peu lourd. Donc, l'idée, c'est voilà, alors, sur l'international, on est un peu moins concerné parce qu'on a assez peu de clients qui fonctionnent à l'international. Mais l'e-reporting des transactions, ça veut dire que, d'une part, j'informe l'administration des factures que j'ai émises, mais en même temps des paiements que j'ai reçus. Donc là, c'est ce que je vous disais, il y a un petit sujet, et là, c'est tous les 10 jours. Donc, il y a un sujet d'organisation en interne qui va nécessiter de voir comment on peut connecter au maximum vos factures, votre outil de facturation électronique, votre outil, la connexion bancaire, la mise à jour de vos données pour que du coup, toutes ces opérations et le rapprochement entre les factures émises et leurs encaissements soient correctement déclarés pour que, on réponde aux objectifs de la réforme. Ça a un avantage, c'est que du coup, ça doit permettre aussi un meilleur suivi des bons clients qui peut parfois poser problème dans certaines structures. Et donc là, cet effort supplémentaire en termes d'organisation va conduire aussi sans doute à réduire les délais de règlement client parce que vous aurez une vision parfaite et j'allais dire tous les 10 jours des encaissements clients et donc vous saurez relancer derrière s'il y a nécessité les clients qui ne vous auront pas à régler. Donc il y a à la fois comment vous dire, un inconvénient, c'est qu'administrativement ça peut être un peu lourd, mais de l'autre côté il y a un avantage. On va essayer de positiver les choses, c'est qu'effectivement, vous aurez un meilleur suivi client et donc, ça sera plus facile pour vous. Voilà. Pour ça, je viens de vous le dire. Donc, l'idée, c'est pas d'alourdir. On vous passera de toute façon le replay par la suite et on vous passera aussi le PowerPoint. Juste, même s'il faudra penser à changer la réforme 1er juillet 2027, qu'on ne se trompe pas voilà, nos clients ne se trompent pas de date, mais de toute façon, bien évidemment, au fur et à mesure que les échéances vont arriver, et on va les anticiper, on continuera à faire des webinaires, sans doute en faisant des focus particuliers, notamment sur les transactions B2C, c'est-à-dire quand vous facturez des particuliers, pour bien trouver le bon processus le plus fluide possible. Voilà. Alors, voilà, statut de paiement, on y est, e-reporting, si tu peux passer la suite. Voilà, donc l'idée, c'est, vous aurez compris, il va falloir qu'on précise le statut de paiement. Pourquoi préciser le statut de paiement? Parce que comme la plupart des entreprises en France sont des entreprises prestataires de services, ce qui conditionne le paiement de la TVA, c'est le statut de paiement, c'est-à-dire que je ne dois la TVA que quand ma facture client est payée. Et donc, il ne sert à rien à l'administration fiscale de connaître simplement votre flux de TVA facturé. Ce qui l'intéresse, c'est bien évidemment de connaître votre flux de TVA encaissé. Donc, le statut de paiement est fondamental dans la réforme. Elle est pour moi, elle s'appelle facturation électronique. C'est pas exactement ça. C'est aussi avec le suivi du statut de paiement qui est un point fondamental. Donc, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? L'idée, c'est de reconnaître à chaque fois dans l'outil le statut de paiement pour que le flux qui part à l'administration fiscale soit conforme et que de l'autre côté, la déclaration de TVA qu'on soit amené à faire soit cohérente avec le flux que vous avez envoyé. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir qu'on travaille ensemble sur tout ce qui est cadrage, de telle sorte qu'on évite les écarts entre, d'un côté, ce que vous déclarez via votre outil de facturation électronique, et de l'autre côté, ce que nous, on va déclarer sur le plan de la TVA. On peut parfaitement imaginer que dans un second temps,
le flux qu'on va déclarer servira à établir la déclaration de TVA sans qu'on intervienne. On pourrait imaginer à 5 ans, dès lors que vous émettez votre flux, ça entraîne paiement de la déclaration de TVA. Donc, on y est presque. Et du coup, je pense que ce serait l'étape d'après, ce qui me paraît assez logique. Ce qui convient, c'est de bien valider et de bien être exhaustif sur ce qu'on déclare pour éviter tout décalage et éviter qu'on soit voilà, dans l'œil du cyclone de notre chère administration fiscale française, voilà, qu'on aime tant. Alors, comment s'applique? Alors, c'est une vraie question. Alors, prestataire de service, vous avez compris, le sujet est un peu touchy parce que quand on est prestataire de service, on a deux flux. On a un flux de facturation et d'autre part un flux d'encaissement. Donc, c'est un point fondamental. Quand on est artisan, bah, c'est un peu le même principe, mais je dois envoyer les factures au format électronique, mais je dois aussi déclarer le statut. Le statut payé, pas payé. Et quand on est commerçant, on doit établir tous les 10 jours, soit de façon manuelle dans l'outil de facturation électronique, soit en lien avec la caisse enregistreuse, qui aura un lien avec votre outil de facturation électronique. Vous pourrez déclarer tous les 10 jours les ventes réalisées auprès des particuliers. Effectivement, c'est un sujet un peu lourd. Soit on a une caisse avec, qui est reliée à votre outil de facturation, à votre plateforme de facturation électronique. Et dans ce cas-là, l'opération se fait simplement via ce qui s'appelle une API, c'est-à-dire une interconnexion entre les deux. Soit ce n'est pas votre cas, auquel cas, bah, manuellement, vous avez l'obligation de saisir dans l'outil et de déclarer le total de vos encaissements tous les 10 jours. Voilà. Donc, la partie commerçant n'est pas simple, euh, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'effectivement, c'est un peu plus touchy. Et comme les commerçants, c'est quand même l'activité avec les artisans qui ont plus accès, on va dire, au paiement en espèces, qu'on soit clair. Effectivement, c'est des choses qui sont contrôlées de façon attentive. Alors, on a identifié les différents cas un peu touchy sur les cas particuliers, notamment les locations classiques, les locations soumises à TVA, on vous a détaillé ça. Les holdings, est-ce que ma holding, elle est simplement patrimoniale et auquel cas, je n'ai pas de flux de TVA et donc ça ne s'applique pas à moi. Par contre, si j'ai une holding mixte, c'est-à-dire que j'ai du patrimoine, par exemple des titres de société, mais qu'en même temps, je facture mes filiales de management fees ou de facturation de prestations de services, auquel cas elle est assujettie à TVA, bien évidemment, pour rentrer dans le cadre de la réforme. Pareil, sur les SCI, vous savez que vous pouvez opter pour les impôts commerciaux, TVA, impôts sur les sociétés ou pas. Auquel cas, si vous n'optez pas et vous êtes simplement à l'IR sans TVA, bah dans ce cas-là, vous n'avez pas une obligation. En revanche, si bien évidemment vous rentrez dans l'option TVA, bah, ça s'applique, ça ne serait pas drôle sinon. Un petit point d'attention tout de même. Sur la SCI, quand bien même vous n'avez pas l'obligation d'émettre des factures au format électronique, vous avez quand même l'obligation de réceptionner les factures fournisseurs, en l'occurrence, vos dépenses, par une plateforme agréée. Donc là, dans ce cas-là, je suis dans le cas à droite SCI sans option de TVA. Quand bien même je n'émets pas de facture au format électronique, j'ai quand même l'obligation de choisir une plateforme agréée pour tout ce qui est facturation de mes dépenses. Donc l'idée, c'est attention, la réforme concerne aussi les SCI, quand bien même elles ne sont pas assujetties à TVA. Donc, ce qu'il faudra bien identifier avec votre chef de mission, c'est ces cas-là, ces cas un peu sensibles, pour que du coup, on n'ait pas de trou dans la raquette et qu'on choisisse les bonnes options. Bon, profession libérale, profession médicale, on passe vite parce qu'on n'en a pas dans notre portefeuille.
Nos amis médecins ne vous en voudront pas, mais on ne va pas aborder le sujet. Pour les micro-entreprises, alors j'allais dire, on n'en a pas non plus, mais effectivement, ils auront l'obligation à l'identique, ils rentrent dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Et donc, bien évidemment, ils auront l'obligation de choisir une plateforme agréée. Et pour ce qui est des associations, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, on a deux choses, c'est soit c'est un but non lucratif, auquel cas il n'y a pas de souci, soit c'est un but lucratif, et auquel cas j'ai nécessité de définir une plateforme agréée et j'ai nécessité, dès lors que je facture à la TVA, j'ai nécessité d'émettre des factures au format électronique. Voilà. En fait, comment vous dire, c'est assez simple. Hein, c'est les grandes. Il y a une vraie logique. Dès lors qu'on comprend cette logique, on voit très vite si on est assujetti ou, enfin, si on rentre dans le cadre de la facturation électronique ou pas. Alors, cas client. Alors, vous allez me dire, bon, ok, tout ça c'est bien gentil, mais est-ce qu'on peut évoquer les différents cas clients et qu'est-ce que vous nous conseillez? Parce qu'on est là pour ça. C'est pas seulement exposer quelles sont les obligations que vous allez avoir. Vous allez avoir des choix à faire. Vous allez avoir des choix à faire à la fois sur la plateforme agréée, c'est-à-dire la réception des factures de vos fournisseurs correspondant à vos dépenses, et de l'autre côté, vous allez devoir faire un choix sur votre outil de facturation électronique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes bien évidemment pas obligé de choisir le même. On va prendre un exemple simple. Je suis une entreprise de service à la personne ou d'aide à domicile. J'utilise Ximi comme RP, j'utilise Ximi, Auguste, Progisap, et aujourd'hui, mon ERP me permet d'avoir bien évidemment tout le planning, de réaliser les fiches de paye et derrière de facturer. Dans ce cas-là, bien évidemment, vous devez conserver votre outil. C'est l'outil de base, donc c'est comment dire, c'est le cœur du réacteur. Donc l'idée, c'est bien évidemment vous gardez dans ce cas-là cet outil de facturation électronique. Alors la plupart tous les éditeurs de logiciels que je viens de nommer seront bien au format électronique. En revanche, pour le flux de dépenses, c'est-à-dire la plateforme agréée, la logique de mon point de vue, ça serait que on définisse vous choisissiez l'outil du cabinet parce que on va recevoir en un seul flux, et c'est-à-dire à savoir PDLane, on va recevoir via cet outil et dans PDLane, si c'est le choix que vous faites, l'ensemble des factures électroniques émises par vos fournisseurs, et ça nous permettra du coup d'avoir une exhaustivité complète de vos flux et de vos pièces. Parfois, on a effectivement, comme je vous disais, des process où je reçois par mail, je reçois sur la plateforme, je vais me connecter sur le compte fournisseur. Ben là, l'idée, c'est de définir un flux. Donc, si j'avais quelque chose à vous conseiller, c'est continuez à utiliser votre outil qui va bien sur vos facturations parce qu'il y a des obligations de métier qui sont particulières comme le service à la personne. Et donc, là, l'idée, il est hors de question de changer. Et en même temps, il y a des obligations que vous avez, notamment sur le crédit d'impôt, notamment sur les certificats d'impôt et ainsi de suite. Donc, ça, vous le gardez. Mais ce que j'aurais tendance à penser de l'autre côté, c'est pour tout ce qui est réception des factures, plutôt choisir, de mon point de vue, la plateforme PDLane, qui est la plateforme du cabinet, pour que on gagne en fluidité et qu'on centralise le flux de dépenses, qui nous permettra du coup d'avoir une exhaustivité complète de vos dépenses. Alors, ça, c'est le premier cas. Il y a le deuxième cas, c'est aujourd'hui, vous avez un outil, alors, il y en a qui font des factures plutôt simples, d'honoraires, des choses comme ça, et pour lequel vous faites parfois appel à des logiciels gratuits ou des logiciels qui ne vous apportent pas un service incroyable. Donc là, l'idée, c'est de voir, dans un premier temps,
est-ce que votre facture a des mentions spécifiques à apporter au niveau des clients et est-ce que du coup cet outil-là y répond ou pas? Dans ce cas-là, si ce sont des factures simples, on pourrait envisager de basculer sur Pennylane parce que du coup, on aurait à la fois le flux de réception et le flux d'émission des factures, ce qui permettrait d'avoir une exhaustivité complète de l'ensemble de vos mouvements, entrée-sortie. Ça me paraît très logique. Petit bémol sur Pennylane, attention, si si vous avez des particularités dans vos factures, en amont, il faut bien les identifier parce que Pennylane ne permet pas tout et donc il ne sera pas nécessairement adapté à votre activité. Donc là, on aura sans doute quelques allers-retours à réaliser pour que vous fassiez les bons choix en question, basculer en facturation émise sur Pennylane ou pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais combien ça coûte? Parce que, comment vous dire, on dit chef d'entreprise, donc on est sensible aux aspects budgétaires et c'est logique. Alors, ce qu'on vous propose, nous, euh, pour autant que vous fassiez le choix de Pennylane, soit sur le plan de la plateforme agréée, donc réception des factures, soit sur le plan des facturations émises, donc facture à l'émission, l'ensemble de ces comment dire, fonctionnalités sont gratuites et comment dire, elles sont incluses dans le pack de base qu'on propose au cabinet. Donc, en l'occurrence, si vous choisissez la plateforme agréée à réception pour les factures fournisseurs, c'est gratuit. Et à l'identique, si vous choisissez facture émise, le module facturation électronique à proprement parler, c'est gratuit aussi. Voilà. Donc, comme je vous disais, on va sans doute se trouver dans beaucoup de cas où vous aurez euh, un éditeur de facturation électronique à proprement parler, facturation à l'émission, qui sera sans doute pas Pennylane, parce que on a pas mal de clients qui ont des particularités, l'aide à domicile, les travaux publics, voilà, un certain nombre de sujets, les agences de voyage. Donc, sans doute un outil spécifique métier. Et puis, plutôt sur la réception des factures, le fait de pouvoir utiliser PDN me paraît plutôt confortable dans la mesure en plus où il est lié à la compta. Donc, il y a une vraie logique d'organisation. Voilà. Quoi qu'il en soit, on est à votre disposition pour réfléchir aux différentes solutions que vous avez. Nous, l'idée, c'est, comment vous dire, c'est que vous passiez, le seul objectif que j'ai et qu'on a collectivement, c'est que ça soit le plus efficace possible. Moi, j'ai rien à vendre au niveau de Pennylane, par définition. L'idée, c'est effectivement essayer d'optimiser les flux pour que cette réforme soit la plus simple pour vous. On a vu quand même qu'il y avait, notamment sur toute la partie paiement, il y avait quand même certaines obligations qui peuvent paraître un peu lourdes. Donc déjà, on a des obligations supplémentaires et ça va nécessiter du coup de s'organiser et de resserrer votre organisation à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est qu'en contrepartie, pouvoir alléger au maximum les, euh, les sujets et faire en sorte que tout ça, ça soit le plus fluide possible. Bon, ça, on a déjà parlé, donc on a vu comment. Bah, l'idée, c'est effectivement, on va définir ensemble, on va essayer d'identifier identifier les différents flux, vos différentes obligations, alors, différentes obligations, différents flux, les particularités sur vos outils actuels et faire le choix ou les différents choix possibles sur l'outil de facturation électronique, votre plateforme agréée pour que voilà, tout ça, ça soit fluide et on passe cette réforme sereinement et en anticipant, parce que je crois que le maître mot dans ce cas-là, c'est effectivement bien anticiper les sujets. Comme toute grande réforme, je pense qu'il y aura nécessairement des points de friction. Il y aura nécessairement, ça va peut-être pas marcher du premier coup. Il y a toujours effectivement des sujets qui sont parfois un peu complexes. Et donc l'idée, c'est on aura sans doute collectivement une période d'adaptation pour trouver
pour trouver ensemble la bonne voilure. Mais on sera là pour vous accompagner et je vous expliquerai par la suite comment dire, quelle organisation on a mise en place pour vous suivre dans cette étape qui est une étape structurante pour nos organisations. Bon, il faut avoir les bons outils, j'en ai assez parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, pourquoi choisir la plateforme agréée? Je vous en ai déjà un peu parlé. La plateforme partenaire, donc c'est-à-dire Pennylane, assez simple, hein, c'est la plateforme de réception des factures, le fait que tout soit centralisé dans l'outil du cabinet me paraît une évidence pour moi. En plus, beaucoup de clients apprécient cet outil. Et donc, l'idée, c'est dès lors qu'il y a une certaine appétence pour l'utilisation de cet outil, pouvoir à réception, pour la réception des factures, pouvoir utiliser Peninem me paraît, somme toute, logique. Alors, si vous faites un autre choix, ça ne nous posera pas de souci, hein. On ira se connecter sur la plateforme que vous choisirez. Maintenant, ça me paraît, comment vous dire, ça me paraît pas être optimum, sauf cas particulier, on en discutera ensemble.